Peter Greenaway va à l'encontre de l'opinion de beaucoup de chefs-op actuels, qui affirment que l'image ne doit pas se voir. On entend souvent, si on remarque l'image d'un film, c'est qu'il est raté. L'image devrait servir à nous immerger, nous porter, mais avec humilité et discrétion, sans éclipser l'histoire qui nous est racontée. En France, cette tradition de l'image discrète et réaliste est très ancrée, du fait de l'héritage de la nouvelle vague, où les tournages ont quitté les studios de cinéma pour les décors naturels, on a cessé d'éclairer, cessé de décorer, caméra à l'épaule, et c'est la liberté des comédiens qui est devenue le plus important. On ne cherchait plus le beau, mais le vrai. Et ça devait obligatoirement passer par un effacement de la technique. Aujourd'hui encore, en France, très peu de films ont une image non réaliste. Le cinéma français baigne entièrement dans cette tradition d'image sobre, le cinéma du réel, et les effets de style, les couleurs, la sophistication sont souvent perçus comme vulgaires. Peter Greenaway, réalisateur anglo-saxon, lui, pense l'inverse. Il pense que l'image du cinéma ne doit pas servir qu'à illustrer un scénario, et encore moins à reproduire la réalité, mais doit être le produit de l'imagination. Chaque film doit avoir sa propre réalité, un délicieux mélange d'authenticité et d'imposture, comme dans un rêve. Artiste plasticien par ailleurs, Greenaway juge qu'aujourd'hui le cinéma est trop proche de la littérature, et pas assez de la peinture. En français, on appelle les réalisateurs des auteurs, comme si c'était des écrivains. Et le concept de caméra stylo modèle notre industrie depuis les années 50. Selon Greenaway, le problème vient du fait que le scénario est devenu le seul moyen et support pour faire financer un film, pour donner à voir le film, et pas les images. Il n'y a pas de caméra pinceau. En effet, à l'époque de la peinture, ou du cinéma muet, avec les films d'Eisenstein ou des expressionnistes allemands, etc., l'histoire devait être racontée par l'image. On devait tout saisir visuellement. Quand les dialogues sont apparus, le cinéma est devenu visuellement plus fainéant. Et le scénario, le cœur de la construction d'un film. Parfois même, certains financiers ne demandent aux réalisateurs qu'une continuité dialoguée pour avoir un aperçu du film et savoir s'ils vont le produire ou non. C'est dire le peu de place accordée au visuel. Un film ne doit pas être une mise en image de dialogue. Il faut arrêter de faire des scénarios, nous dit Greenaway. Il faut faire des films. Je me demande souvent à quoi ressemblerait l'image d'un film aujourd'hui si le cinéma était resté muet. Et pour moi, le film qui illustre peut-être le mieux cette philosophie de Greenaway, du cinéma en tant qu'art visuel réconciliant le fond et la forme, est peut-être son conte baroque et cruel, le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. C'est un film d'images somptueusement poétiques, extrêmement sensoriel, extrêmement sensuel, magnifié par la lumière de Sacha Virny, la musique de Michael Nyman et des costumes de Jean-Paul Gaultier. Toute la direction artistique est pensée comme un tout organique et cohérent, comme une musique visuelle qui a du sens, qui raconte l'histoire, les sentiments des personnages, leurs émotions. Le jeu des comédiens aussi est brillant, Hélène Mirren est magnifique. Michael Gambon dans le film pourrait être la métaphore de ce cinéma de dialogue que dénonce Greenaway. Il passe tout le film à parler, il occupe tout l'espace de parole, mais ne voit rien des regards de sa femme avec un autre client du restaurant et de l'histoire d'amour muette qui se tricote entre eux. Le personnage de l'amant ne parle quasiment pas dans le film. L'histoire se décompose en 10 soirs, 10 repas, 10 menus, 10 étapes de cruauté de plus en plus débridées jusqu'à son paroxysme. Peter Greenaway est un artiste protéiforme, à la fois écrivain, peintre, créateur d'opéra, et comme dans tous ses films, les références picturales sont légion. Une toile de Frans Hals apparaît dans le décor de la salle de restaurant, mais il y a aussi des références à Rubens, Van Dyck, à la scène de De Vinci et aux natures mortes du XVIIe siècle. Le film fait également beaucoup citation au théâtre, adoptant un point de vue unique, frontal à chaque décor, et ne se déplaçant qu'avec de longs travelling latéraux. Il n'y a pas de champ contre champ. La grande profondeur de champ dans les plans renforce aussi cette proximité avec le théâtre et la peinture, où le flou optique, typique du cinéma, n'existe pas. En dépit de la perspective atmosphérique, on distingue très bien le fond derrière la Joconde, ou les visages des personnages à l'arrière-plan dans ce tableau de groupe. Les contours deviennent moins tranchants, moins contrastés, certes, mais on est loin du flou optique spécifique au cinéma. Dans le film, il n'y a aucune lumière naturelle non plus, même pour les extérieurs. L'artificialité est revendiquée. Le film s'ouvre et s'achève sur un lever et une tombée de rideau. Comme je l'ai dit précédemment, la parole n'a pas toujours été là au cinéma. Par contre, la couleur, si. Dès le début, les photogrammes étaient peints un par un, où la pellicule était trempée dans des bains colorants, la couleur signifiant en général le contexte temporel, jaune pour le jour, bleu pour la nuit, mais racontait aussi symboliquement l'histoire, comme par exemple le rose pour les scènes d'amour. De même, dans le film de Peter Greenaway, il n'y a que 3 décors principaux, mais chacun a une couleur symbolique qui lui est attribuée.
La salle de restaurant est le royaume de l'ogre de l'histoire. Sa couleur est le rouge, celle du danger, de la colère, du sang, de la violence, de la viande. La cuisine est verte, c'est la couleur de l'abondance, de la nature qui offre ses cadeaux, la couleur du jardin, la faune, la flore, assemblée et préparée. C'est la couleur de la sécurité pour nos personnages. C'est un endroit rassurant, un jardin d'Éden. D'ailleurs, nos deux amants peuvent être vus comme des métaphores d'Adam et Ève. La cuisine, c'est aussi l'endroit où l'on prépare, où l'on fabrique. Le réalisateur est un peu un cuisinier. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si c'est cette couleur qu'a choisi Greenaway. Les toilettes sont blancs. C'est le paradis de nos amants, où ils se cachent pour s'aimer. Le blanc, c'est aussi la pureté et la somme de toutes les couleurs. C'est un décor neutre dans l'histoire. C'est le seul endroit complètement monochromatique du film. Car dans les autres, la couleur dominante est à chaque fois rehaussée par une petite touche de lumière de la couleur complémentaire, qui vient donner plus de richesse et de relief à l'image. La symbolique de la couleur noire est aussi évoquée dans le film. I charge a lot for anything black. Grapes, olives, black currants. People like to remind themselves of death. Eating black food is like consuming death. Like saying, death, I'm eating you. Black truffles are the most expensive. And caviar. En fait, dans la philosophie de Greenaway, qui est de raconter l'histoire par l'image, la symbolique est super importante, car elle donne des clés de compréhension muettes aux spectateurs, par des savoirs intrinsèques communément partagés. Au Moyen-Âge, très peu de gens savaient lire. La Bible était donc racontée sur des vitraux où tout était symbole. Et les gens avaient des clés pour comprendre ce que telle fleur, tel animal, telle couleur d'habit signifiait et racontait. Aujourd'hui, ce savoir s'est perdu, mais avec la symbolique des couleurs, je suis persuadé que les sensations qu'elles nous inspirent, que les émotions qu'elles nous procurent, sont culturellement ancrées en nous et influent sur notre perception du film. Dans Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, la sophistication esthétique et le sens du détail sont poussés à leur paroxysme, car les couleurs des costumes des personnages changent quand ils passent d'un lieu à un autre pour continuer d'être assortis au décor.